contenu de ma présentation de cet après-midi prendra la problématique où je vais donner les petites définitions parce que tel que la présentation a été préparée, c'était pour que les gens qui ne sont pas du domaine puissent comprendre aussi le fond du message. Je parlerai des objectifs et une petite méthodologie, le domaine d'études et enfin je passerai aux résultats et discussions pour terminer par la petite conclusion. Alors, je commence par la petite définition. Là, j'ai une image qui représente les conditions atmosphériques. Et les conditions atmosphériques d'une zone donnée à un instant précis s'appellent tout simplement la météo. Et lorsque les conditions météorologiques moyennes d'une région sont mesurées sur une longue période, autour de 30 ans, là, ça devient le climat. Et ce climat ne reste pas stationnaire, elle varie. Et les variations de l'état moyen ou d'autres statistiques, ça peut être les écarts types ou les variances, et ça s'appelle la variabilité climatique. Et lorsque il y a une modification durable du climat, dit, plusieurs causes sont possibles au niveau planétaire, accompagnées d'une augmentation de la température. Et là, il y a changement de régime climatique. Et là, on parle de changement climatique. Et ces changements climatiques, vous pouvez voir l'image qui est juste au coin. Alors, ça, c'est une image de GIEC. L'enveloppe verte, là, c'est la variabilité naturelle du climat. Et l'enveloppe marron montre l'augmentation de la température ou d'autres variables climatiques avec le temps, la projection. Et cela, c'est dit à l'effet de l'homme. Et cela entraîne beaucoup de conséquences. Plusieurs conséquences, notamment l'augmentation de la température sur la planète Terre, la sécheresse qui s'intensifie. Nous avons les feux de forêt qui sont incontrôlables de temps en temps. Nous avons l'eau douce qui devient problématique. Nous avons le niveau de mer qui augmente. Nous avons le paysage qui est détruit. Nous avons les érosions qui s'intensifient. Nous avons les inondations dont les fréquences deviennent horribles. Nous avons les ouvrages hydrauliques qui ont été conçus à l'époque avec la météo historique, d'où actuellement ça ne remplit plus son rôle. Nous avons notre habitat qui est menacé. Nous avons l'habitat de l'ours qui n'est pas épargné non plus. Et nous avons aussi nos habitudes vestimentaires qui changent avec le temps. Et tout cela impose aux scientifiques de réfléchir sur les mesures d'adaptation pour qu'on ne disparaisse pas un jour. Et alors, nous avons les pratiques courantes. Actuellement, qu'est-ce qui est fait pour évaluer les impacts des changements climatiques, afin de permettre aux décideurs d'avoir les outils pour préparer l'avenir? Nous passons par les modèles climatiques. À ma gauche, vous avez le modèle climatique. Ce sont les outils qui actuellement nous donnent des informations très fiables sur le climat futur surtout. Et lorsqu'on a les sorties de modèles climatiques, on passe à la réduction d'échelle de ces sorties-là parce que le, la résolution est tellement grande qu'on ne peut pas les utiliser à petite échelle. Et là, on peut descendre l'échelle au niveau régional. Là, nous avons les modèles régionaux. Et on peut aller jusqu'au niveau du bassin versant où on peut faire les études hydrologiques au niveau tout à fait local.
Et les sorties finales sont la température, la précipitation et d'autres variables climatiques. Et de l'autre côté, nous avons les températures et précipitations ou les variables climatiques observées par les stations d'observation. Et lorsqu'on prend les variables observées, on les introduit dans un modèle hydrologique. Ça, c'est un modèle hydrologique. Un modèle hydrologique, c'est un modèle pluie-débit, c'est-à-dire que le modèle, on fait entrer la météo pour sortir les débits. Et lorsque ce modèle-là est calé, on y introduit les valeurs des variables du futur provenant des modèles climatiques pour avoir les débits du futur et évaluer les impacts des changements climatiques. Ça, c'est la méthode classique. Maintenant, cette méthode classique-là atteint certaines limites lorsque nous sommes dans des zones pratiquement non jugées. Alors, les limites des pratiques actuelles dans les grands bassins non jugés, c'est que les observations des variables hydrologiques soit n'existent pas, soit ils sont inadéquates en qualité et en quantité, soit que la variable d'intérêt qu'on veut analyser n'a pas été mesurée à la résolution ou pour une durée requise. Donc, il y a nécessité d'une source alternative de données. Il y a plusieurs sources alternatives. Maintenant, pour nous, quel est l'objectif du travail? Notre objectif, l'objectif général est d'utiliser les données climatiques de la NASA comme source d'information pour la modélisation hydrologique des bassins non jugés dans un contexte de changement climatique. Et cet objectif global se décline en trois objectifs spécifiques. Nous avons le premier objectif est d'évaluer le potentiel des 13 modèles qu'on a pris dans les données de la NASA, évaluer ce potentiel en modélisation hydrologique. Deuxième objectif spécifique, simuler ces 13 modèles-là dans une approche multimodèle et comparer leurs performances aux membres individuels des modèles. Et enfin, évaluer les impacts des changements climatiques en combinant deux modèles hydrologiques, JR4 et EKHMS. Comment on y procède? Notre méthodologie commence par les données climatiques. Alors là, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs sources de données alternatives qu'on peut utiliser dans un modèle hydrologique. Il y a les réanalyses qui ont déjà fait leurs preuves un peu partout au monde. Et il y a le Next GDDP, les données de la NASA que nous avons proposées. Et le premier exercice consistera à comparer les deux pour voir laquelle de ces deux sources est beaucoup plus proche des observations. Et décider de passer à la deuxième étape, qui est la modélisation hydrologique, où on prend deux modèles hydrologiques, GR4 et EKHMS, et chaque modèle est roulé par les 13 fois 2, parce qu'il y a deux projets, 13 fois 2 séparément. Et une fois qu'on a le modèle calé, les 26 modélisations, on passe à la combinaison de ces modélisations par un outil JRC. Et une fois qu'on combine, on a le climat futur et enfin, on évalue les impacts. Quel est notre domaine d'étude? Le domaine d'étude est bien sûr les bassins versants du fleuve Congo. Ce bassin versant du fleuve Congo, c'est vraiment un bassin de tous les superlatifs, avec une superficie de à peu près 3, millions de kilomètres carrés. Ce bassin a un fleuve de 41 000 mètres cubes par seconde. Et c'est l'unique fleuve au monde qui traverse l'équateur deux fois. Et ça lui confère le pouvoir de stabiliser son débit à l'embouchure. Ce bassin a un site qui a un potentiel de 44 000 mégawatts. Donc, c'est le site le plus puissant au monde
en potentiel hydroélectrique, concentré en un seul endroit. Ce bassin a aussi actuellement les puits les plus importants de carbone, avec une capacité de rétention de 1,1 milliard de, de tonnes de carbone que ça peut détenir. Et ce bassin n'émet que 530 millions environ. Et il y a une différence de 610 millions de carbone qu'il peut stocker. Contrairement à deux autres bassins tropicaux, qui sont le bassin de l'Amazonie et le bassin du sud-est d'Asie. Et en plus de ça, on ne peut pas parler de la transition énergétique sans parler du bassin du Congo, parce qu'il y a tout un tas de minéraux dont je n'ai même pas le nombre, je ne peux pas les citer tous ici, qui contribuent directement à la transition énergétique pour l'énergie de demain. Mais aujourd'hui, on va parler du nord de ce bassin. C'est le bassin de Bangui, bien assuré sur la figure. Et ce bassin-là, avec une superficie de 489-600 000 km², il y a un barrage à l'embouchure, le barrage de Mobaye, et le débit moyen du cours d'eau principal est de 4 000 mètres cubes par seconde. Alors, après avoir roulé le modèle hydrologique, on passe au résultat. La première chose à faire, le premier exercice, comme je l'ai dit, on devait comparer les 13 modèles fois 2. Il y a des projets, le SIMS, les données provenant du projet d'intercomparaison 5 et de la phase 6. À la page 5, à votre gauche, nous avons les 13 modèles comparés aux observations. En noir, là, ce sont les observations. Et en rouge, ce sont les données de réanalyse. Alors là, vous pouvez voir très bien que déjà, le niveau de la courbe rouge est beaucoup plus loin de la ligne noire qui représente les observations que les autres modèles 13 qui sont beaucoup plus proches. Cela est valable aussi pour la droite, c'est la même chose pour le projet de la phase 6. Nous avons exactement tous les modèles là, les 13 modèles, qui sont beaucoup plus proches des observations que le réanalyse, le réanalyse ERA5 Land, qui est considéré aujourd'hui comme étant vraiment la Rhodes de réanalyse et qui se comporte très, très, très bien dans le modèle hydrologique. Donc ici, elle fait montre d'une de- d'une contre-performance face aux données de la NASA. Et nous avons pris la moyenne pour bien voir la différence. On a pris la moyenne des 13 du projet 5, CMCP5, et les 13 modèles du projet 6. Et les noirs, sont les observations. On voit très bien que les 26 modèles, la moyenne des 26 modèles est beaucoup plus proche des observations que les réanalyses qui s'en écartent un peu plus. Et là, on s'est dit, bon, il faut aller un peu plus loin avec les investigations. Nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous avons maintenant fait passer toutes ces données-là dans une batterie de tests statistiques. On a commencé par euh, les biais pour voir laquelle des sources est beaucoup plus biaisée que les autres. En rouge, là, c'est la réanalyse. Et en noir et bleu sont les deux données de la NASA. Vous voyez très bien qu'en valeur absolue, la réanalyse est toujours beaucoup plus biaisée que les autres. Et à droite, vous avez l'erreur quadratique moyen. Et vous regardez, le rouge, là, c'est réanalyse. Le bleu et noir sont les données de la NASA. Ça se comporte encore beaucoup mieux. On est passé à un autre test statistique, le KGE.
KGE, c'est la même chose. Vous voyez très bien que le KGE, maintenant ici, contrairement aux erreurs, le KGE, lorsqu'il est grand, c'est-à-dire qu'il y a une bonne cohérence entre ces données-là et les observations, vous voyez que le rouge, le bleu et noir sont beaucoup plus cohérents que le rouge. Et cela nous a conduit à utiliser les données de la NASA sans beaucoup de problèmes, sans beaucoup de soucis. Et nous avons utilisé pour rouler les 13 modèles. Ça, c'est un exemple du projet 5. Il y a 13 modèles et en bleu, là, sont les observations de débit. Et c'est un modèle qui se comporte très bien. Et on a maintenant mesuré la performance du modèle. La performance du modèle est mesurée par Nash. Nash, c'est une métrique statistique qui mesure la performance des modèles. Là, nous avons le projet qu'on a roulé le modèle entre 81 et 2000 à gauche. Et à droite, nous avons les données du projet 6. Et vous voyez très bien que lorsque cette valeur-là est supérieure à 5, c'est vraiment très bon, c'est très bon. Bon, il y a certains modèles dont la valeur de Nash est inférieure à 0,5. De l'autre côté aussi. Donc, le modèle, de manière générale, les données se comportent très bien en modélisation hydrologique. Nous avons pris le deuxième modèle. Le premier, c'était le EKHMS. Le deuxième, c'est le JR4. Le JR4 aussi s'est comporté pas à part quelques modèles ici qui ont donné les Nash négatifs. Mais de manière générale, ça s'est comporté aussi. Maintenant, ici, ce qu'on doit faire voir, bon, on a comparé les deux. On a comparé les deux jets de données. On a comparé le projet 5 et le projet 6. Et on a trouvé que le bleu, là, représente le projet 5, le CMIP5, et le rouge, c'est le projet 6. Et ici, ça me fait voir que le projet 5 se comporte mieux que le projet 6 en modélisation hydrologique. Et pourtant, euh, on a toujours l'impression que lorsqu'un produit est nouveau, il doit être meilleur que l'ancien. Mais ici, c'est tout à fait le contraire. C'est l'ancien qui se comporte mieux. Et, et là, c'est la même chose. Ça, c'est le deuxième modèle. C'est toujours le projet 5 en bleu qui se comporte mieux que le projet 6 en rouge. Donc là, on peut dire qu'en modélisation hydrologique, pour ce cas-là, du bassin versant du Congo au nord, en tout cas, le projet 5, les données du projet 5 sont meilleures que le projet 6. Et enfin, on a comparé le projet 5 et 6 pour le modèle JR4. C'est la même chose. Donc, ça se confirme que le projet 5 est toujours le meilleur que le premier. Maintenant, nous sommes passés à la deuxième phase, c'est-à-dire, dans un premier temps, on a tourné les modèles individuellement, 13 modèles individuellement. Maintenant, ici, on combine les efforts de ces modèles. On combine le modèle EKHMS et le modèle JR4 avec les données du projet 5. Ça nous donne ici, ça sont les performances des modèles. Et en mauve, là, c'est ça, le produit de la combinaison, donc de la moyenne multimodèle. Donc, en combinant les efforts de ces deux modèles, nous avons une performance beaucoup mieux que les modèles pris individuellement. Et on l'a fait aussi pour le projet 6, avec les deux modèles toujours. Et en mauve, là, nous avons toujours la performance beaucoup plus élevée que les modèles pris individuellement. Donc, en conclusion, on dit, bon, voilà, on prend les deux modèles, on prend la combinaison des deux, donc la moyenne multimodèle est beaucoup meilleure que les modèles pris individuellement. C'est pour cela que pour calculer les projections du futur, nous sommes allés prendre carrément la moyenne et nous avons calculé la projection du futur pour les deux périodes, le futur proche, c'est-à-dire
en 2041 et 2060 et le futur lointain de 2071 à 2090. Et les résultats sont dans cette courbe-là. Vous verrez ces résultats tout de suite en chiffres. En chiffres, vous avez un tableau que vous aurez du mal à voir. Je vous mets ça sur le graphique. Voilà. Sur le graphique, c'est beaucoup plus clair. Ici, ce sont les impacts des changements climatiques. C'est-à-dire que pour pour le scénario du projet 5, il y a deux scénarios pour le projet 5, nous avons une diminution de débit, complètement une diminution de débit pour le scénario 4.5, une diminution de débit aussi pour le scénario 8.5. La même chose pour le futur lointain. Nous avons une diminution sensible pour le scénario 4.5 et une diminution toujours. Par contre, pour le projet 6, lui montre une augmentation de débit pour le premier scénario. Il montre une augmentation de débit pour le deuxième scénario, une augmentation de débit pour le troisième scénario et une petite diminution pour le dernier scénario. Et ici, je dois signaler que dans la littérature, c'est le projet 5 ici qui confirme les autres résultats qu'on a trouvés dans la littérature. Parce que dans la littérature, de manière générale, on a trouvé que le débit à Bangui a toujours tendance à diminuer dans le futur. Et le projet 5, malheureusement, on n'a pas trouvé dans la littérature quelqu'un qui a déjà travaillé avec le projet 6 pour Bangui. On pouvait comparer aussi le résultat. Mais pour le projet 5, il n'y a aucun doute possible. Le débit diminue. Voilà un peu brièvement comment le contenu de la présentation. Et en conclusion, un point d'interrogation. Est-ce que pour Bangui, là, il faut continuer à utiliser le projet 5 ou le projet 6? Je vous remercie pour votre attention.